Il y a 11 ans, dans les collines brûlées par le soleil de ce qui est aujourd'hui le sud de la Turquie, un groupe de personnes a construit quelque chose qui n'aurait pas dû exister. D'imposants piliers de calcaire en forme de T, pesant chacun plusieurs tonnes, sculptés avec une précision extraordinaire et érigés en structures circulaires vertigineuses, sans inscription, sans outils métalliques, sans aucun empire à leur origine, rien de ce que notre compréhension de l'histoire laissait présager. Lorsque les archéologues ont découvert Göbekli, ce ne fut pas seulement une surprise. Cela les a contraints à réécrire l'histoire de la civilisation humaine. Pendant des décennies, la question de savoir qui a réellement construit ce lieu a suscité de vifs débats, des théories extravagantes et de véritables controverses scientifiques. Puis, l'ADN ancien est entré en scène. Et ce que cela a révélé sur les personnes derrière ces pierres, leurs origines, leur vie, leur place dans l'histoire humaine, s'est avéré plus fascinant que n'importe quel mythe. Imaginez-vous au sommet d'une colline calcaire du sud-est de la Turquie, au milieu de plaines arides et vallonnées qui s'étendent à perte de vue. Imaginez maintenant que sous vos pieds, enfouis sous des siècles de terre accumulée, se trouve un ensemble de structures circulaires en pierre, si vastes, si précisément construites, si incroyablement anciennes, que lorsque les archéologues ont commencé à les mettre au jour, ils ont eu du mal à croire ce qu'ils voyaient. Voici Göbekli, un site qui semble insoupçonné. Situé dans le district de Şanlıurfa, au sud de la Turquie, ses couches les plus anciennes remontent à environ 11 ans. Les fouilles ont révélé des vestiges sans précédent pour cette époque, d'imposants piliers de calcaire en forme de T, certains atteignant près de 6 mètres de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes, disposés dans de vastes enceintes circulaires. Nombre de ces piliers sont sculptés avec une précision extraordinaire. Renards, vautours, scorpions, sangliers, symboles abstraits dont nous ne comprenons toujours pas pleinement le sens. Il ne s'agissait pas de griffonnage maladroit et désespéré, mais d'œuvres d'un art délibéré et maîtrisé. Pour comprendre l'importance de ce phénomène, il faut considérer la chronologie. Stonehenge a été construit il y a environ 50 ans, les grandes pyramides de Gizeh il y a environ 400-500 ans. Göbekli est antérieur aux deux de plusieurs milliers d'années. À l'époque où ces piliers étaient érigés, la domestication du blé et de l'orge ne faisait que commencer. Dans cette même région, la poterie n'avait pas encore été inventée. La roue était encore à des millénaires de là. Selon tous les critères conventionnels de ce que nous appelons civilisation, les habitants qui ont construit Göbekli n'étaient pas censés être capables de construire Göbekli. Lorsque Klaus Schmidt, archéologue allemand et premier directeur du site, entreprit les fouilles dans les années 1990, il avança une théorie qui captiva immédiatement le public. Selon lui, les bâtisseurs étaient des chasseurs-cueilleurs semi-nomades. Ils ne vivaient pas sur place en permanence, mais se rassemblaient de façon saisonnière, venus de toute la région environnante, pour des rituels. C'est lors de ces rassemblements qu'ils accomplissaient le travail colossal d'extraction, de transport et d'érection des énormes piliers. Selon Schmidt, ces structures étaient des temples, des espaces sacrés. Ce qui l'amena à sa conclusion la plus provocatrice. La religion organisée n'était pas issue de l'agriculture, mais bien antérieure. Le temple précéda la ferme. Cette idée bouleversa l'archéologie et l'anthropologie. Elle remettait en question l'une des hypothèses les plus profondément ancrées sur le développement des civilisations, l'idée que les surplus alimentaires permettent la complexité sociale, laquelle rend ensuite possible la construction de monuments et l'organisation religieuse. Schmidt suggérait l'inverse, que l'impulsion de construire un édifice sacré, un lieu de communauté, quelque chose de plus grand que toute vie individuelle, aurait été la force motrice qui a poussé les populations vers l'agriculture. Mais au fil des décennies de fouilles et de l'accumulation des preuves, un tableau plus complexe et bien plus fascinant a commencé à se dessiner. L'histoire de Schmidt, celle des chasseurs-cueilleurs, aussi séduisante fut-elle, ne correspondait pas tout à fait à ce que le site révélait. Et puis, il y eut quelque chose que Schmidt ne vit jamais. L'ADN ancien extrait de restes humains de toute la région a commencé à parler. Et ce qu'il a révélé sur les habitants de Göbekli, qui ils étaient vraiment, d'où ils venaient et de quoi ils étaient réellement capables, a complètement bouleversé notre compréhension du sujet.
Avant même que la science ait eu l'occasion de répondre à la question de savoir qui a construit Göbekli, l'imagination s'est engouffrée dans la brèche. L'imagination, il s'avère, est d'une créativité remarquable face à un phénomène difficilement explicable. Les théories ont émergé presque aussitôt le site révélé au public. Pour certains, l'ampleur même de Göbekli constituait une preuve suffisante que les hommes préhistoriques ordinaires ne pouvaient en être responsables. Il devait y avoir autre chose en jeu, quelque chose de plus important. Et à partir de cette simple hypothèse, tout un écosystème d'explications alternatives a prospéré. Certains ont évoqué les Anunnaki, les dieux de l'ancienne mythologie sumérienne, réinterprétés par certains auteurs comme des visiteurs extraterrestres qui ont doté la civilisation humaine primitive de connaissances et de technologies bien supérieures à ce que les hommes de l'âge de pierre auraient pu développer seuls. D'autres ont établi un lien entre le site et les mystérieux veilleurs décrits dans le livre d'Enoch, un ordre déchu d'êtres célestes qui, selon le texte, enseignait à l'humanité des arts interdits. Un auteur est même allé jusqu'à relier directement Göbekli au Jardin d'Éden. Il est à noter que le livre de la Genèse ne mentionne absolument pas la construction d'édifices mégalithiques par Adam et Ève. Vient ensuite la théorie de la civilisation disparue, sans doute la plus tenace et la plus séduisante de toutes. Des auteurs comme Graham Hancock ont avancé l'hypothèse qu'une civilisation pré-holocénienne avancée, technologiquement sophistiquée et aujourd'hui totalement disparue serait à l'origine de sites tels que Göbekli Tepe. Selon cette théorie, un impact cataclysmique survenu il y a environ 13,0 ans aurait déclenché le Dryas récent et anéanti cette civilisation, ne laissant derrière elle que ses monuments comme témoins fantomatiques de son existence. Deux chercheurs ont même affirmé que l'un des piliers de Göbekli servait de carte astronomique, indiquant la date précise de cette catastrophe cosmique. Une interprétation qui suppose que les bâtisseurs aient cartographié les mêmes constellations que celles que les Grecs anciens allaient identifier 9,0 ans plus tard, ce qui, pour le moins, relève de l'extraordinaire. Ce que toutes ces théories ont en commun, au-delà de leurs différences superficielles, c'est une hypothèse tacite. Les habitants du Proche-Orient ancien, les êtres humains qui ont réellement vécu, travaillé et sont morts dans cette région il y a 11,0 ans, n'étaient tout simplement pas capables, pas assez intelligents, pas assez organisés, pas assez sophistiqués pour avoir accompli cela par eux-mêmes. Cette conception trouve son origine dans une pensée du 19e siècle sur l'évolution culturelle, selon laquelle la préhistoire rimait avec primitivité et que les peuples sans écriture ni métaux étaient fondamentalement plus proches des animaux que de nous. C'est une vision profondément condescendante et erronée. Toutes les théories marginales concernant Göbekli, aussi élaborées soient-elles, reposent en fin de compte sur ce même fondement fragile, la croyance que les anciens humains auraient eu besoin d'aide, que sans une force extérieure, divine, extraterrestre ou oubliée de l'histoire, les pierres n'auraient jamais pu s'élever. Or, les données archéologiques, examinées avec honnêteté et exhaustivité, racontent une toute autre histoire. C'est une autre histoire. Et lorsque l'ADN ancien a finalement été ajouté à ces données, il n'a pas révélé l'existence d'une civilisation cachée dans le patrimoine génétique. Il a révélé quelque chose que les théories du complot n'avaient jamais envisagé. Les bâtisseurs de Göbekli étaient exactement tels que les preuves l'ont toujours suggéré, remarquables, compétents et pleinement humains. Alors, si les bâtisseurs de Göbekli n'étaient ni des dieux, ni des extraterrestres, ni les survivants d'une civilisation engloutie, qui étaient-ils? La réponse ne réside pas dans l'ADN, mais dans le sol lui-même, dans les objets laissés enfouis dans la terre autour de ces piliers colossaux. Des objets qui, lorsqu'on les observe attentivement, racontent une histoire bien différente de celle initialement proposée par Klaus Schmidt. La théorie des chasseurs-cueilleurs de Schmidt a toujours présenté une faille. Elle reposait sur une image particulière des activités et du mode de vie des habitants de Göbekli. Les visiteurs de passage ne laissent aucune trace permanente, hormis les monuments eux-mêmes. Mais les artefacts disséminés dans les sédiments du site dressent un tableau bien plus établi et complexe. Parmi les outils les plus courants trouvés à Göbekli figurent des lames de fossiles. Non pas des dizaines, mais des dizaines de milliers. Les lames de fossiles sont l'outil emblématique de la moisson. Conçus et utilisés spécifiquement pour couper les céréales au ras du sol, leur présence à cette échelle n'est pas fortuite.
elle est révélatrice. À côté des lames de fossiles se trouvent des mortiers, des pilons et des meules, l'équipement de transformation des personnes travaillant les céréales. La chercheuse Laura Dietrich a mené une analyse détaillée de ces outils et a confirmé que nombre d'entre eux avaient été utilisés spécifiquement pour moudre des végétaux de la famille du blé et de l'orge. Il ne s'agissait pas de personnes complétant occasionnellement leur alimentation de chasse avec quelques graines sauvages, mais bien de personnes pratiquant régulièrement et sérieusement la culture successive de céréales. Autrement dit, des personnes qui pratiquaient l'agriculture, ou du moins qui étaient sur le point de la pratiquer. Les ossements d'animaux racontent une histoire similaire. Des dizaines de milliers de restes de carcasses d'animaux abattus jonchaient les dépôts du site, parmi lesquels un nombre important de muongs, des moutons sauvages, qui présentent les premiers signes d'une gestion menant finalement à une domestication complète. L'architecture ajoute une dimension supplémentaire. Les grandes structures ovales de Gobessé étaient presque certainement couvertes, et les bâtiments plus petits au sein du complexe ressemblent étrangement, aux yeux de la plupart des archéologues et historiens de l'architecture qui les ont étudiés, à des maisons, des habitations permanentes, du type de celles construites par des populations ayant l'intention de s'y installer durablement. La comparaison de Gobessé avec d'autres sites que les archéologues identifient avec certitude comme des villages du Néolithique ancien révèle des similitudes frappantes. Sur la plupart de ces sites, les preuves de la domestication complète des plantes et des animaux sont en réalité assez limitées, car la domestication n'était pas un événement ponctuel, mais un processus qui s'est déroulé sur des siècles. Gobessé correspond parfaitement à ce schéma. Ses habitants n'étaient pas de purs chasseurs-cueilleurs. Ils n'étaient pas encore des agriculteurs à part entière. Ils occupaient une position intermédiaire extraordinaire au cœur de l'une des transitions les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité, le passage de la recherche de nourriture à sa culture. Des fouilles plus récentes ont depuis mis au jour des grains de céréales morphologiquement domestiqués sur le site même, renforçant ainsi cette hypothèse. Il en ressort l'image d'une communauté profondément enracinée dans le paysage, le travaillant, le façonnant et commençant à transformer sa relation avec lui d'une manière qui allait finalement bouleverser le monde entier. L'archéologie avait établi cela, mais c'est l'ADN qui allait révéler toute l'ampleur de cette histoire. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les morts ont gardé leurs secrets. Leurs histoires, leurs origines, leurs ancêtres, les distances parcourues, tout cela a disparu avec eux, englouti par la Terre. Puis, au cours des 2 dernières décennies, l'ADN ancien est tout changé. Les scientifiques ont appris à extraire et à séquencer le matériel génétique d'ossements vieux de plusieurs milliers d'années. Soudain, le passé s'est mis à parler un langage entièrement nouveau. Ce que ce langage a révélé sur les habitants de Göbekli et la région plus vaste du Proche-Orient ancien était extraordinaire. Et cela a discrètement mais définitivement anéanti toutes les théories qui, jusqu'alors, nécessitaient une intervention extérieure pour expliquer les constructions érigées sur ces terres. Les études génétiques de restes humains provenant d'Anatolie, du Levant et des monts Zagros, cette terre fertile qui abrite le croissant fertile, ont révélé quelque chose d'inattendu. Ces populations vivant à proximité géographique étaient génétiquement très différentes les unes des autres. Les agriculteurs anatoliens, le groupe le plus directement lié à la région de Göbekli Tepe, portaient une signature ancestrale spécifique, contrairement à leurs voisins de l'Est et du Sud. Il ne s'agissait pas d'une masse unique et interchangeable de populations préhistoriques, mais de communautés distinctes, aux histoires profondément séparées qui se sont développées en grande partie en parallèle sur un même vaste territoire. Ceci est crucial pour la thèse de la civilisation disparue. Si une population fondatrice avancée avait déferlé sur cette région, enseignant à ses habitants l'art de construire, de s'organiser et de tailler la pierre, on s'attendrait à trouver son empreinte génétique dans l'ADN des populations qui lui ont succédé. On s'attendrait à un signal, une ascendance anormale, un apport génétique inexplicable d'une population étrangère. Or, il n'en est rien. L'ADN ne révèle aucun fondateur caché, aucune population fantôme, aucun afflux mystérieux d'ascendance extérieure coïncidant avec l'essor de Göbekli.
Les bâtisseurs étaient des descendants de populations ayant habité cette région des milliers d'années avant même l'érection du premier pilier. L'analyse génétique révèle également l'extraordinaire évolution qui suivit. La lignée des agriculteurs anatoliens, population génétiquement associée à cette région, ne resta pas sédentaire. À mesure que l'agriculture se répandait vers l'ouest au cours des millénaires suivants, ces populations migrèrent, emportant avec elles leurs gènes et, très probablement, leur savoir-faire en Europe. Les Européens modernes tiennent une part importante de leurs ancêtres de cette source précise. Les habitants de Göbekli Tepe, qui récoltaient l'orge sauvage, élevaient des moutons et construisaient d'imposants piliers de calcaire sans roues ni métal, comptent parmi les ancêtres d'une grande partie du monde actuel. Leur histoire ne s'est pas arrêtée à ce sommet. Elle a voyagé. L'ADN confirme également le tableau économique complexe que l'archéologie laissait déjà entrevoir. Les profils génétiques de la région correspondent à des populations en pleine transition vers l'agriculture. Non pas des agriculteurs devenus agriculteurs du jour au lendemain, ni de purs chasseurs-cueilleurs, mais des communautés traversant précisément ce type de transition progressive, chaotique et générationnelle que les limmes de fossiles, les meules et les ossements d'animaux laissaient déjà présager. Les gènes enfouis dans le sol racontent la même histoire. Et cette histoire ne laisse aucune place aux dieux, aux extraterrestres ou aux maîtres disparus. Seulement à des êtres humains précis, identifiables et traçables, ayant accompli un acte dont l'écho résonnerait à travers 1101. Chaque théorie des civilisations perdues recèle une forme d'arrogance particulière. Elle ne s'affiche pas ouvertement. Elle se dissimule derrière un sentiment d'émerveillement, derrière l'insistance passionnée à croire qu'une chose aussi magnifique ne saurait avoir d'origines ordinaires. Mais au fond, le message reste le même. Les anciens n'auraient pas pu faire cela. Ils en étaient incapables. Ils avaient besoin d'aide. Les faits prouvent le contraire. Commençons par ce que nous savons réellement des capacités des populations de la fin de la période Pline et du début de la période Holocène, la même population dont descendent les bâtisseurs des bandes de Göbekli. Il ne s'agissait pas des primitifs maladroits et grognons des vieux films hollywoodiens. Ils fabriquaient des outils complexes à plusieurs composants en pierre, en os, en bois de cervidé et en bois, combinant différents matériaux avec un niveau de compréhension technique qui nécessitait un savoir-faire considérable. Ils chassaient des animaux bien plus grands et plus dangereux qu'eux, bisons, aurochs et mammouths, ce qui exigeait non seulement du courage, mais aussi une coordination, une planification et une communication sophistiquée. Ils fabriquaient et utilisaient des embarcations capables de naviguer en haute mer. Ce dernier point mérite qu'on s'y attarde. Les populations mésolithiques qui occupaient la grotte française en Grèce pêchaient régulièrement le thon en haute mer et s'approvisionnaient en obsidienne sur l'île de Mélos, deux activités qui nécessitaient de naviguer loin en Méditerranée. Quant aux premiers humains à atteindre l'Australie et la Nouvelle-Guinée, il y a plus de 40 ans, ils ont traversé des étendues d'eau de plus de 90 km pour y parvenir. Il ne faut donc pas sous-estimer ces peuples. Il s'agissait de personnes capables de résoudre des problèmes de manière exceptionnelle, opérant sans aucun des artifices institutionnels que nous associons à la sophistication et réalisant des choses qui nous impressionnent encore aujourd'hui. L'ingénierie de Göbekli Tepe, aussi remarquable soit-elle, s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Des parallèles ethnographiques à travers le monde démontrent précisément comment des communautés dépourvues de technologies modernes déplacent et érigent des pierres massives. Les habitants des îles Nas, à Sumatra, déplaçaient régulièrement des blocs de pierre de taille comparables aux plus grands piliers de Göbekli grâce à un travail communautaire coordonné. Pas de machines, pas de civilisation disparue pour les conseiller dans l'ombre. Sur l'île de Pâques, les recherches de Thor Heyerdahl ont finalement démontré, après qu'il eut abandonné ses propres hypothèses et pris en compte le savoir local, que de petites équipes pouvaient déplacer les célèbres moai à la verticale à l'aide de simples cordes, les faisant ainsi avancer. La solution était d'une simplicité élégante. Il suffisait de savoir comment faire. Des estimations détaillées concernant les piliers de Göbekli, calculées à l'aide de formules standards pour le déplacement de masses de pierres importantes sur des pentes variables, confirment que le travail requis était considérable, mais parfaitement réalisable par une communauté sédentaire de quelques centaines de personnes.
Même en tenant compte des déplacements en montée, les chiffres restent atteignables. Il n'y a pas eu de miracle d'ingénierie ici. Il y a eu de la planification, de la coordination, un savoir accumulé et un effort collectif soutenu. Et puis il y a les preuves génétiques qui mettent fin définitivement au débat. L'ADN des habitants de Göbekli révèle qu'ils étaient des humains modernes parfaitement identiques sur les plans cognitifs, biologiques et neurologiques à tous les êtres vivants d'aujourd'hui. Le même cerveau qui a navigué en haute mer, le même cerveau qui a traqué et abattu des mammouths, le même cerveau qui, il y a 11 ans, a contemplé une colline du sud de la Turquie, a imaginé une construction inédite et l'a ensuite réalisée. Göbekli est souvent décrit comme le plus ancien temple du monde, mais cette affirmation, aussi séduisante soit-elle, risque en réalité de minimiser l'importance de ce lieu. Car Göbekli Tepe n'est pas qu'un simple monument. C'est un seuil, un moment figé dans la pierre où un tournant fondamental s'est opéré dans l'histoire de l'humanité. Les analyses ADN mettent en lumière ce tournant avec une précision saisissante. La lignée des agriculteurs anatoliens, population génétiquement ancrée dans cette région du sud de la Turquie, n'a pas simplement érigé ses piliers pour ensuite disparaître. Elle s'est développée au rythme de la diffusion de l'agriculture vers l'ouest au cours des millénaires suivants. Ce peuple a migré avec elle, emportant avec lui son héritage génétique jusqu'au cœur de l'Europe. Les populations européennes modernes tiennent une part importante de leur patrimoine génétique de cette source même. Les bâtisseurs de Göbekli Tepe ne sont pas une simple note de bas de page dans l'histoire de l'humanité. Ils font partie, au sens biologique le plus strict, de nos ancêtres. Cette prise de conscience transforme le site d'une simple curiosité en une expérience profondément personnelle. Lorsqu'on contemple ces piliers sculptés, ces renards, ces vautours, ces scorpions rendus dans le calcaire par des mains patientes et expertes, on ne regarde pas l'œuvre d'inconnus. On contemple quelque chose créé par des personnes dont les gènes, selon toute vraisemblance, se retrouvent dans une part importante de l'humanité actuelle. La distance de 11 ans s'amenuise et laisse place à une réalité beaucoup plus immédiate. Mais l'histoire de l'ADN a une implication encore plus vaste, qui dépasse la simple question de l'ascendance pour toucher à la nature même de la civilisation. L'affirmation la plus provocatrice de Klaus Schmidt était que le temple existait avant la ferme. L'impulsion organisationnelle et spirituelle qui animait Göbekli a précédé, voire favorisé, la révolution agricole. Les données génétiques, mises en perspective avec les découvertes archéologiques, confèrent à cette hypothèse un poids inattendu. Les populations de cette région possédaient déjà une structure sociale complexe. Elles étaient capables de coordonner d'importants projets communautaires, de construire des établissements permanents, de gérer la faune sauvage et de cultiver des céréales avant même que la domestication ne soit achevée. L'infrastructure sociale est apparue en premier. L'agriculture a suivi. Cela inverse le récit que nous nous sommes fait du fonctionnement des civilisations. Nous avons tendance à imaginer une progression linéaire. L'abondance alimentaire permet les loisirs, ou les loisirs permettent la réflexion permet la religion, l'art et la construction de monuments. Göbekli Tepe suggère que la séquence inverse est tout aussi possible. La soif de construire quelque chose de sacré, de partagé, de plus grand que toute vie individuelle, pourrait être un moteur de la civilisation plutôt que son produit. Et rien de tout cela ne nécessitait l'intervention de Dieu, d'extraterrestres ou de maîtres disparus. La génétique le confirme sans ambiguïté. Il n'y a aucun signal caché dans l'ADN, aucune ascendance anormale, aucune population fantôme pour expliquer ce qui a été construit ici. Seule une communauté d'êtres humains pleinement modernes, à la croisée des chemins de l'histoire, accomplissant ce que l'humanité a toujours fait face à l'immensité de l'existence, tendre vers le ciel, bâtir un édifice durable, pouvait comprendre cela. Voilà ce que l'ADN a révélé sur les bâtisseurs de Göbekli Tepe. Non pas qu'ils fussent exceptionnels au sens mystique ou surnaturel du terme, mais qu'ils l'étaient de la seule manière qui ait jamais vraiment compté. Ils étaient humains, pleinement, indéniablement et magnifiquement humains. Et c'est là, au final, le plus extraordinaire. Il y a 11 ans, sur une colline balayée par les vents du sud de la Turquie, une communauté a accompli un acte qui nous laisse encore aujourd'hui sans voix. Ils n'avaient ni écriture, ni métal, ni machine. Ils n'avaient que les uns les autres,
un but commun, un savoir accumulé et quelque chose dont l'ADN confirme désormais l'existence indubitable. Un esprit humain pleinement moderne, celui-là même qui traverse les océans, traque les animaux sur les plaines gelées et contemple le calcaire brut et y voit une colonne. Gobesi ne prouve pas que des dieux antiques ont foulé le sol américain. Il prouve quelque chose de bien plus puissant, que la capacité d'atteindre la grandeur ne nous a jamais été donnée de l'extérieur. Elle a toujours été en nous, tapie dans l'ombre. Si vous avez trouvé cette histoire aussi extraordinaire qu'elle le mérite, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle découverte.